BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Mettez un peu d'IMO dans vos placements, c'est le conseil qu'on vous apporte jour après jour sur BFM Business. Et chaque mercredi, c'est le Club IMO avec Olivier Marin, rédacteur en chef de Propriété Le Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Laurence Bocara, également journaliste experte de ce marché immobilier. Bonjour Laurence. Bonjour Guillaume. L'immobilier pour les nuls, c'était vous notamment. C'est ça. Et Marie Cœur de Roy, l'apôtre de l'IMO sur BFM Business. Moi, je fais que pour les spécialistes. Non, L'apôtre, certains l'appellent la poutre aussi. Mais bon. c'est pas terrible quand même. On démarre ce Club IMO, comme à chaque fois, Olivier, avec les tout derniers indicateurs. Comment va l'IMO en cet automne 2016 ? Plutôt pas mal. Si on voit trois indicateurs, trois récents, moi je vais prendre trois chiffres clés. En fait, 839 000. Alors 839 000, ça c'est le nombre de transactions enregistrées en France par les notaires sur la période, sur les 12 derniers mois. C'est un record. Ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas atteint un tel niveau. Il faut remonter depuis les années 2000. Et ça marque vraiment la reprise au niveau des transactions, un marché qui est dopé par des taux d'intérêt évidemment historiquement bas, et le succès des dispositifs Pinel et PTZ. Alors évidemment, c'est une conséquence, c'est le deuxième chiffre, c'est 2%. 2%, c'est en pourcentage en fait l'augmentation des prix des appartements anciens en un an en France, sur la France, avant contrat des notaires également, période de novembre 2015 à novembre 2016. Et on commence à avoir cette confirmation qu'il y a une tension sur les prix, et ça se voit, alors c'est pas énorme, mais ça se voit quand même, hausse des prix entre 2 et 3% à Lille, à Bordeaux, à Nantes, à Lyon et à Marseille. Et puis le troisième indicateur, alors c'est 8400 euros, c'est le prix moyen au mètre carré d'un logement ancien à Paris. Alors c'est un symbole parce que là aussi on est sur des avant-contrats et ça représente une hausse de 5% sur un an. Ouais, ce qui se passe à Paris. C'est quand même un signe, Marie, n'est-ce pas ? Ouais, non, je suis complètement d'accord. Bon. Donc ça veut dire qu'on se souvient, il y a quelques mois, on était passé sous la barre des 8 000 euros le mètre carré pour l'ancien. Là, on est à 8 400 à nouveau. Donc ça fait une sacrée hausse. Oui, alors pour Paris, évidemment, ça fait une sacrée hausse. Ça veut dire qu'il y a vraiment une tension sur les prix. Alors bon, on peut se dire en fait que pour ceux qui ont un véritable projet immobilier, mais on peut en discuter, donc on va pas dire que c'est le moment d'acheter, mais c'est le moment. Ils peuvent, effectivement, les voyants sont au vert. Maintenant, attention, les taux, il faut pas être aveuglé par les taux. On a l'impression des fois quand on dit les taux sont bas que c'est les prix. Non, les prix de l'immobilier restent élevés. Les jeunes, ils ont toujours du mal à se loger. Les conditions d'octroi des crédits sont difficiles si vous n'êtes pas en CDI. Et puis on construit toujours pas assez, notamment en Île-de-France. On construit pas assez dans les zones tendues. En Île-de-France, on est à peine 4% de logements neufs pour 1000 habitants, c'est vraiment très peu. Malgré l'accélération de la construction. Malgré l'accélération. Non, et puis il faut bien voir effectivement dans ce que dit Olivier, c'est qu'on a une tendance, en fait, à un moment donné, on avait une configuration idéale, même si les taux n'étaient pas encore aussi bas que ce qu'on connaît aujourd'hui, les prix étaient encore orientés à la baisse. Donc c'était vraiment une configuration idéale. Mais effectivement, comme la baisse des taux a été durable et elle s'est même accélérée, résultat, forcément, les propriétaires vendeurs ont pris aussi un petit peu de part du gâteau en remontant un tout petit peu les prix. Et c'est ce à quoi on assiste, mais c'est une vraie logique, c'est-à-dire qu'effectivement, les taux baissent, les prix repartent à la baisse. Mais d'ailleurs, on voit les délais de vente se raccourcir considérablement. Il y a des agents immobiliers qui disent d'ailleurs que les gens aujourd'hui, ils visitent, ils achètent, et tout de suite, ils font une proposition. Il y a plus d'attente, il y a plus de délai. Voilà, sur des biens qui sont bien estimés, les délais de vente sont très très rapides. Et donc forcément, l'offre baisse. On n'arrête pas de dire c'est le moment d'acheter, en effet, parce que les taux sont très bas et tout. C'est aussi le moment de vendre, compte tenu de cette hausse des prix là, pour engranger éventuellement une plus-value, non ? Oui, bien sûr, c'est le moment. 2% dans les grandes villes, 5% à Paris. C'est-à-dire que pour les gens qui ont un projet immobilier d'achat et de revente, forcément, et l'idée c'est de profiter de justement cette période de marché. C'est ça, parce qu'on vend, il y a une offre. On vend rarement quand même pour. Voilà, on n'est plus dans cette configuration il y a une dizaine d'années où on pouvait acheter avant de vendre. Donc aujourd'hui, on surfe sur cette vague de demandes importantes où on vend et une fois qu'on a vendu, on essaye d'enchaîner sur de l'acquisition. Bon, il y a des petits trucs, des petites astuces pour vendre plus cher son bien immobilier, Marie, vendre au-delà du prix du marché. Déjà le juste prix. Non, mais ça va mieux en le disant. Non, mais ça va mieux en le disant. Mais chez nous, à BFM Business, on a l'exemple d'un salarié qui a vendu son appartement en 2 jours, quoi. Ouais. En 2 jours. Mais pour 2 millions d'euros en plus. C'est un appartement c'est à Paris, non, ou en région parisienne. En première couronne parisienne. Et c'est vrai que c'est spectaculaire. Mais pourquoi ? Parce qu'il a tranché directement en faveur du juste prix. Il aurait pu vendre sans doute peut-être 5, peut-être 10% plus cher, mais avec combien de mois d'attente. Alors effectivement, donc fixer le juste prix. Et ça, effectivement, là où Laurence a raison, c'est que maintenant, on a vraiment le sentiment que les propriétaires veulent aller vite, qui fixent tout de suite le juste prix, qui n'ont pas envie de perdre du temps pour acheter eux-mêmes un autre logement. Et puis après, vous avez l'éternel home staging. Il faut de quoi
Le home staging. C'est quoi ça, Marie? Le home staging. Valoriser votre bien. Mettre un peu de décoration pour valoriser votre bien. Donner un coup de peinture. Ça dépend de l'état de votre appartement. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous y habitez depuis 20 ans, forcément, ça fait du bien aussi de le rafraîchir un tout petit peu. Donc vous rafraîchissez, vous faites de la déco et vous le vendez plus cher du coup? En tout cas, on le vend au juste prix parce qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, on vend plus vite et au juste prix. C'est-à-dire qu'à l'inverse, vous pouvez très bien dévaloriser un bien si effectivement vous l'avez pas entretenu pendant X années. Donc, et quand vous mettez en vente votre bien immobilier, surtout quand vous prenez les photos et que vous les publiez sur les différents sites des agences, surtout ouvrez les rideaux des fenêtres parce que quand les rideaux sont fermés, on se dit qu'il y a un énorme vis-à-vis, ça fait louche. Voilà. Ou pas de lumière du tout. Ou pas de lumière du tout, exactement. Mais en même temps, si c'est le cas et qu'il y a un énorme vis-à-vis avec pas de lumière, c'est vrai qu'ouvrir le rideau, c'est un peu mais c'est toujours louche. Le rideau fermé, ça trompe personne. Voilà, il faut se mettre en scène. Laurence, il y en a un qui n'aura pas besoin de faire trop d'efforts pour vendre sa maison, c'est Bruce Willis. Oui, effectivement, dans la série des stars qui vendent leur belle propriété, effectivement, Bruce Willis vient de mettre en vente sa propriété, son chalet de ski dans la station de Sun Valley, dans l'Idaho. Donc c'est un ranch, on découvre les images, chalet, voilà, vous allez voir les images assez cosy, on va dire, donc qui est proposé à 6,5 millions de dollars, ce qui est l'équivalent de 5,8 millions d'euros. Et c'est on va dire, une modeste maison de 780 mètres carrés avec 6 chambres, 5 salles de bain, sur un terrain de plus de 9 hectares, avec un lac, un bassin. Je crois que c'est près d'un lac, il y a des chutes d'eau. Enfin voilà, tout ce qu'il faut pour aller skier, se balader. C'est très voilà. Alors il aurait acheté cette maison, je crois, quand il était en couple avec l'actrice Demi Moore. Donc voilà, avis aux amateurs. Voilà. Olivier était sur le coup pour acheter. Non, j'achète. Effectivement, très très beau, magnifique, superbe. Ça vous fait envie. Il y a aussi l'appartement de Marie bientôt à vendre. Non. Dont elle n'est même pas propriétaire. Et ouais, mais vous savez pas, mais votre propriétaire a prévu de le vendre. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Allez, on revient en France. Légère tension, on le disait, sur les prix de l'ancien, sur les prix du neuf aussi. Du coup, il fait plus forcément bon investir en Pinel, Laurent. Oui, effectivement. Voilà, comme on en parle depuis un petit moment, effectivement, tout le monde un peu se rue sur le Pinel. Il y a un prolongement aussi du dispositif. Et c'est vrai qu'il y a 2 études là qui sont sorties récemment. La première sur du site Trouver un logement neuf, qui constate qu'il y a une nette hausse du prix du neuf au cours des 6 derniers mois. Donc finalement depuis ce début de l'année, ce qui est assez intéressant. Et alors donc du coup ils ont pris une référence d'un 3 pièces, et sur un 3 pièces, donc ils ont analysé plus de 900 programmes en Ile-de-France, ce qui est pas rien, et ils ont constaté que dans les 3 pièces, il y a eu 46 villes d'Ile-de-France où les prix ont augmenté de façon plus ou moins importante, et seulement 30 villes où ça a baissé. Donc c'est quand même un petit clignotant qui permet de dire que forcément là il y a un afflux de demande, et l'offre, comme disait Olivier, l'offre est très limitée. De toute façon, pour lancer des programmes immobiliers, il faut plusieurs années. Donc voilà, donc ils n'arrivent pas à vendre. En tous les cas, ils vendent vite, et forcément ça crée une augmentation des prix. Alors ces prix, on les voit à Paris. Alors on sait bien qu'à Paris le neuf non plus n'est pas, il n'y a pas énormément de programmes neufs, mais les augmentations sont sensibles, dans les studios plus 7,5%, les 2 pièces à Paris 2,5%, et les 3 pièces 3,5%. Alors ça, c'est les surfaces de prédilection du Pinel, donc ça peut se comprendre, enfin on mélange investisseurs et propriétaires occupants. Et bon, les 4 pièces n'augmentent que de 0,4%, mais c'est le vrai aussi dans les Hauts-de-Seine, mais aussi dans le Val-de-Marne. Hauts-de-Seine qui sont réputés être des départements chers de toute façon, mais le Val-de-Marne, puisqu'on voit qu'à Nogent-sur-Marne, un 3 pièces a gagné en 6 mois 8%, à Villers-sur-Marne 7,5%, et à Alfortville 7%. C'est mieux que la bourse, c'est mieux que la bourse. Donc c'est important, et ça c'est cette première étude donc qui fait un point sur l'augmentation du neuf, et là c'est que sur l'Île-de-France, mais on sait bien qu'il y a une augmentation générale partout en France. Et puis il y a un autre site qui n'a pas hésité, une autre société, le laboratoire de l'immobilier, qui n'a pas hésité et qui a sorti sa liste noire des villes du Pinel. Voilà. Donc bon, là c'est assez. Et alors ils ont croisé un certain nombre de facteurs, de critères sur les taux de vacances, l'évolution de la population, du bassin d'emploi, le nombre de logements neufs. Et selon eux, il y aurait 64 communes. C'est vraiment une liste à la Prévert. 64 communes. Il faut absolument éviter d'investir en Voilà. Alors il y a certaines où il faut carrément éviter. Il y en a 39. Lesquelles Allez, quelques-unes. On a Vichy, Le Mans, Le Havre, étonnamment, Cherbourg, Pau, Béziers, Troyes, Dinan. Enfin, il y en a pas mal. Là, c'est les villes où le Pinel c'est pourri. Voilà, il faut pas y aller, surtout pas. Et puis il y a des villes
Alors bien sûr, on reconnaît, on voit un petit peu ce qu'on à chaque fois on conseille dans chaque émission, c'est-à-dire que ce sont surtout des villes qui sont dans les zones B1, c'est-à-dire les agglomérations de plus de 150 000 habitants, et puis les villes plus petites qui ont des agréments Pinel. Et donc c'est là que le bas blesse, parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas assez de demande locative. En fait, c'est ça ce débat, c'est comment ces villes ont pu obtenir auprès de la préfecture, puisque par des pressions politiques ou par des pressions de promoteurs, ce qui est absolument pas normal. Oui, tout à fait. Et on aura des bons retardements. C'est exactement ça, c'est le retour des Robiens de la colère. Exactement. Mais il faut toujours le rappeler, il faut quand même se rendre sur place quand on fait des achats de 150 000 euros, 200 000 euros. Il faut absolument aller sur place et se renseigner sur la qualité du promoteur. Et c'est dommage parce que ces programmes Pinel-là pourris risquent de ternir dans quelques années l'image du Pinel, alors que c'est un carton le Pinel. Oui, tout à fait. Et alors en plus, si on la croise avec une augmentation des prix, alors là non seulement on surpaye, mais en plus on achète mal. Ouais, on effrite encore plus. On a tout faux. Bon, enfin le Pinel globalement, ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Voilà. Sauf dans ces villes que vous avez citées. Plus de 60 villes où c'est compliqué. Oui, exactement. Dangereux. 64 communes. Bon, 64 communes. Ceux qui veulent investir se demandent aussi toujours si c'est le bon moment. Alors il y a les taux, il y a la question des taux, puis il y a la question aussi du calendrier politique. Est-ce que c'est le bon moment là pour acheter à quelques mois de la présidentielle, à quelques mois des législatives? Qu'est-ce qui pourrait changer avec l'arrivée éventuelle d'un nouveau président en 2017? Olivier, vous avez interrogé pour Explorimo les principaux candidats, à savoir Jacques Cheminade, c'est ça, et Jean-Frédéric Poisson. Oui, on les a interrogés en tout cas, les 7 candidats à la primaire et au centre. C'est quand même important de savoir qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement en matière de politique du logement, en matière de fiscalité pour l'immobilier. C'est intéressant pour les investisseurs, pour monsieur, madame, tout le monde, en fait, de savoir ce qu'ils vont faire. Donc on les a interrogés. D'ailleurs, c'était plutôt pas mal parce que quand on a vu en fait le premier débat de la primaire, le mot logement n'a pas été prononcé une seule fois. Enfin voilà, parenthèse fermée, ce qui est quand même dommage. C'est vrai qu'on a attendu longtemps, et c'est vrai, il a raison, Olivier, on a attendu longtemps d'en savoir un peu plus sur leur programme en termes de logement, quoi. C'est quand même assez... Donc là, on les a interrogés. En fait, on passerait en gros déjà d'une France plutôt favorable aux locataires à une France plutôt favorable aux propriétaires bailleurs. Tous les candidats, en fait, les 7 tirent à boulet rouge, ils sont unanimement contre la loi Allure, notamment l'encadrement des loyers et tout ça. Le problème, c'est que la loi Allure, c'est quand même près de 200, voire 300 décrets que même des agents immobiliers, des gens ont passé du temps. Quand vous interrogez les professionnels et que vous leur dites la loi Allure pourrait être abrogée, ils disent attendez, on a mis quand même 2 ans à mettre en place certaines choses, le bail et tout ça, c'est compliqué, fini. On va pas recommencer à zéro. Comme les 35 heures, ça, oui. Alors en tout cas, sur la loi Allure, en fait, il y a des symboles. C'est notamment la possibilité pour un locataire dans une grande ville de pouvoir quitter sa maison, son appartement, d'avoir un préavis d'1 mois. Auparavant, c'était 3 mois. Et puis, c'est notamment l'encadrement des loyers. Voilà pour tout ce qui est symbolique. Alors, quand on regarde dans le détail, en fait, quand on les interroge, alors Nicolas Sarkozy, lui, il serait pour soutenir les primo-accédants avec une garantie de l'État à hauteur de 10% de la valeur d'un bien. On ne sait pas encore quelle valeur. Est-ce que ce sera 150 000, 200 000 euros, s'il y aura des plafonds ou pas, on verra. Il est pour la suppression des plus-values au-delà de 15 ans. C'est marrant, c'est lui qui avait fait... Oui, ouais. Alors c'est un autre débat. Il est l'expérience instruit-elle. C'était lui qui l'avait porté à 30 ans quand même. Alors, donc il veut la ramener à 15 ans, c'est très bien. Mais alors il est pour instaurer un statut fiscal du bailleur privé. Et d'ailleurs Alain Juppé est pour et d'autres candidats sont pour. C'est-à-dire en fait tout simplement comme dans le neuf. Il y a une réduction d'impôts, on incite les investisseurs, on leur dit, voilà, il y a aussi une carotte fiscale derrière. Là, dans l'ancien, sur certains types de loyers, il y aurait en fait un remerciement, un petit cadeau, qui serait donc pour les propriétaires bailleurs. Ça, c'est partagé notamment par Sarkozy, Juppé. Quand on regarde aussi dans le détail, il y a des choses assez intéressantes. Bruno Le Maire, par exemple, il propose de faire baisser les frais de notaire pour les résidences principales. Et il dit, un acquéreur d'un bien de 250 000 euros qui paye actuellement 14 000 euros, il paierait demain 9 000 euros de frais de notaire. Ça fait partie de son engagement, en tout cas de sa promesse. Voilà, je vous invite à regarder sur Explorimo, on a les 7 interviews. Fiscalité, urbanisme, logement, en fait, c'est assez intéressant. Mais voilà, on passerait vraiment synthétiquement d'une France de locataires à une France de propriétaires. Avec ces 7 candidats à la primaire des Républicains, il y en a un dont vous avez estimé que les propositions, les idées étaient complètement farfelues, voire dangereuses pour le marché immobilier? Non, aucun. Il y a par exemple Jean-Frédéric Poisson qui propose un contrat de bail à durée déterminée dans le logement social. Il y a des choses assez intéressantes quand même. Bon.
à prendre. On verra la suite, Ouais. celui qui sortira des votes. Du chapeau, puis après Voilà. il y aura la primaire du Parti Socialiste. Après, Voilà, c'est ça. Début 2017. Vous les interrogerez aussi alors pour explorer Absolument. vous, Olivier. Formidable, on suivra tout ça bien sûr. Suite du Club Imo dans un instant, les nouvelles tendances du marché de l'immobilier, surtout les opportunités à saisir pour investir. C'est juste après les infos, juste après la polémique de Nicolas Dose aussi avec Olivier Marin, Laurence Bocara et Marie Cœur de Roy. À tout de suite sur BFM Business.